Voilà, bah, écoutez, je vous remercie tous, donc d'avoir pris du temps, hein, pour, participer donc à cette conférence sur l'hypnose. Je suis vraiment ravie de partager, ce temps. On va passer, un petit peu plus d'une heure tous ensemble afin que je puisse, vous présenter l'hypnose, ce que c'est que l'hypnose, ce que n'est pas l'hypnose et puis les différents champs d'indication de l'hypnose et puis on se prendra un petit temps après, si vous le souhaitez, pour pouvoir, échanger, poser des questions, hein, sur, les différents domaines. Je sais qu'il y a quelqu'un qui attend des réponses, parce qu'elle travaille en milieu hospitalier, donc je vais faire en sorte d'y répondre et puis surtout n'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions parce que j'aime bien que les conférences soient, interactives et Oui, c'est important pour rendre, cette conférence la plus vivante possible. Alors je vais vous demander déjà dans un premier temps de bien vouloir couper tous vos micros de façon à ce qu'il y ait aucune interférence, annexe. Voilà, Isabelle, si tu peux, couper ton micro. OK, super, c'est fait. Voilà, tout le monde a coupé son micro, je vous remercie. Alors, je vais me présenter en 2 mots. Alors, je m'appelle, Géraldine Leju, je suis donc, enseignante en hypnose et donc j'habite à Troyes, dans l'Aube, dans notre belle ville de Troyes, parce que c'est vrai qu'on vit, dans une magnifique ville, donc dès que je peux en faire la promotion, j'en profite. Et donc, voilà, j'ai eu une première vie professionnelle, dans la fonction publique hospitalière où j'ai travaillé pendant 28 ans en psychiatrie, où j'ai travaillé dans différents domaines en psychiatrie, hein, chez la personne adulte, en admission, chez la personne âgée. J'ai fait aussi tout ce qui est services hôpitaux de jour, les centres médico-psychologiques. Enfin voilà, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de services qui m'a donné une vraie connaissance de toutes les pathologies, psychiatriques, des traitements et de pouvoir collaborer donc avec, les médecins, les psychiatres, les assistantes sociales. Voilà tout un réseau de professionnels avec qui je continue de collaborer encore aujourd'hui puisque dans mes consultations, j'aime bien travailler en équipe. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai rencontré des difficultés, sur mon secteur professionnel, hein. J'ai été victime de harcèlement pendant 2 ans et c'est grâce à ça que j'ai pu, connaître l'hypnose la toute première fois. C'est une amie qui m'a conseillé donc, d'aller voir une hypnothérapeute pour travailler un petit peu, cette notion de harcèlement et elle a bien fait parce que, en quelques séances, j'ai pu, dépasser un petit peu cette problématique de harcèlement, travailler un petit peu sur mon harceleur et surtout, travailler sur moi pour essayer de mettre en lumière tout ce que mon harceleur me renvoyait afin de désamorcer un petit peu cette relation qui était devenue vraiment toxique. Et puis à la suite de ça, j'ai trouvé ça tellement fantastique que du coup, j'ai commencé par un parcours de formation donc en programmation neurolinguistique, donc la PNL, hein. Ce sont des techniques qui nous permettent de comprendre un petit peu la structure, le fonctionnement du cerveau et puis d'avoir déjà des premiers outils qui allaient me permettre de travailler non seulement sur moi, mais aussi, sur des gens, dans ma famille, dans des amis et autres. Et puis à la suite de la PNL, je me suis, formée donc, à l'hypnose et pour aller jusqu'au niveau enseignant. Voilà, parce que je me suis vraiment, passionnée pour cette technique. Je me suis formée aussi donc en systémie, hein, pour apprendre un petit peu, comment les interactions en fait dans un groupe, dans une famille, dans un couple. Je me suis formée aussi en DNR, donc c'est une technique qui nous permet de travailler sur les traumatismes. Je me suis formée aussi sur, des outils pour, la prise en charge de la douleur parce que c'était très important pour moi, hein, comme j'ai souffert de fibromyalgie pendant 12 ans et donc j'ai cherché pendant très longtemps des méthodes simples, pratiques, qui pouvaient me permettre de travailler sur ma douleur et sur mes ressentis et grâce à l'hypnose, encore une fois, j'ai trouvé une porte de sortie et retrouvé, très rapidement du confort non seulement émotionnel, mais aussi physique. Et donc de tout ça, toutes ces connaissances, j'ai voulu, donc en faire profiter déjà mon entourage et puis à un moment donné, voilà, je me suis installée, en cabinet
Et au début, je travaillais, après mon travail à l'hôpital et puis après, bah, voilà, j'ai eu tout de suite du monde parce que les agents de l'hôpital venaient me voir, les médecins commençaient à m'envoyer du monde aussi. Et puis à un moment donné, eh ben, j'ai réduit mon temps de travail jusqu'à quitter la fonction publique hospitalière pour aujourd'hui ne vivre que de ma passion. Et donc je partage mon temps entre la consultation et mon centre de formation, donc INSEM, INCEM, donc qui est basé à Troyes. Et donc ce centre de formation que j'ai créé avec, mon fils, hein, parce que c'est une vraie histoire familiale, parce que du coup je l'ai embarqué aussi, dans ma passion pour l'hypnose et le développement personnel. Et du coup maintenant à tous les 2, donc on a créé, INSEM et nous proposons des formations donc, sur, le mind mapping, sur, la programmation neurolinguistique puisqu'on est affilié avec, les 2 pointures, mondiales, hein, qui sont, Michel Wozniak et Nathalie Demarçay, qui sont les bras droits du co-créateur de la PNL, donc Richard Bandler, donc c'est une vraie chance. Nous formons aussi, grâce à David O'Hare, à la cohérence cardiaque et puis donc à tout ce qui est, hypnose et technique, de mémorisation, lecture rapide. Voilà et puis là maintenant, une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que mon fils, donc Pierre, a réussi son Qualiopi pour, les bilans de compétences. Donc, dès demain, on va commencer à communiquer sur, la possibilité de faire des bilans de compétences en ayant un financement CFP. Donc, ouais, c'est super, on est vraiment content de voilà, de tout cet aboutissement-là, ce gros travail qui a été fait ces derniers temps. Et on a ouvert donc une antenne dans le sud de la France où on va pouvoir proposer maintenant des formations sur Grenoble et sur Nîmes. Voilà, on a un collaborateur là qui va prendre ses fonctions, au mois de septembre et on va pouvoir, dispenser des formations maintenant dans le sud de la France. Voilà, voilà pour INSEAD. Donc, alors déjà, je vais vous présenter donc, l'hypnose. Déjà, qu'est-ce que l'hypnose? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'hypnose et ça me paraît vraiment important de pouvoir, redonner ses lettres de noblesse à l'hypnose puisqu'on entend beaucoup, beaucoup de choses, du vrai et du pas vrai et pour moi, c'est vraiment important de remettre les choses en ordre. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est déjà un état naturel du corps. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, vous êtes en fait en état d'hypnose tout au long de la journée. C'est ces moments, par exemple, où vous êtes un petit peu dans la lune. C'est ces moments où vous conduisez en voiture et puis que vous vous dites, tiens, je suis déjà arrivé, j'ai même pas vu le trajet passer. C'est ces moments où, par exemple, vous êtes pleinement immergé dans une activité et quoi qu'il arrive autour de vous, il n'y a rien qui vous fait décrocher de votre activité. Ça peut être ces moments aussi où vous êtes en pleine rigolade, vous avez un fou rire et rien ne compte autour. Vous êtes immergé dans votre sourire. Ça peut être aussi sur une émotion, par exemple une tristesse, hein, quand on est complètement en repli sur soi et qu'on essaye que l'extérieur essaye de nous motiver pour sortir de cet état de tristesse. Voilà, c'est à chaque fois que vous êtes pleinement immergé à l'intérieur de vous, c'est un état d'hypnose. D'accord? Donc on est tous en état d'hypnose à différents niveaux, plus ou moins profonds, tout au long de la journée. Donc c'est un état qui est totalement naturel. C'est un état aussi d'attention, puisque chaque personne qui est en état d'hypnose, elle est pleinement concentrée en attention sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. On dit que l'hypnose aussi, donc c'est un état modifié de conscience et une expérience tout à fait personnelle. C'est vrai, on est tous différents et on n'a pas tous la même façon d'aller dans l'état hypnotique. Il y a des gens qui vont aller dans cet espace hypnotique d'une façon très légère, ils vont se sentir légers, tellement légers qu'ils ont l'impression de décoller un petit peu du siège. Il y a des personnes qui vont ressentir un état de lourdeur, de se sentir très très lourde, au point de se sentir plombée. Il y a des gens qui vont ressentir des fourmillements, des engourdissements. Et puis, il y a des gens qui vont rien sentir de particulier, hormis une légère détente. Voilà, on est vraiment tous différents.
Alors souvent, ce que j'entends, c'est que, surtout en cabinet, j'entends dire les gens: «Oh ben moi, je ne suis pas réceptif, sur moi, ça ne marche pas». Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un état naturel, donc qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on passe tous par des états Mmh. hypnotiques tout au long de la journée. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont cette capacité à entrer dans des états d'hypnose, dans des états d'hypnose plus ou moins rapidement. Il y a des gens, il y a 10% à peu près de la population qu'on dit suggestible, très suggestible. C'est-à-dire, c'est le type de personnes que quand on leur dit: «Allez, tu fermes tes yeux et tu dors», enfin, j'exagère un petit peu, ce sont des gens, hop, comme ça, en une fraction de seconde, elles ont la capacité de descendre dans des états hypnotiques très profonds, très rapidement. Donc ça, à peu près, c'est 10% de la population et c'est ces gens-là qui sont, sélectionnés par, les hypnotiseurs, donc les gens qui font de l'hypnose de spectacle. Parce qu'évidemment, quand on va à un spectacle, il faut que ce soit surprenant, il faut vraiment que ça en jette. Donc du coup, l'hypnotiseur va faire plusieurs tests de résistance, hein. Il va vous faire des petits jeux. Par exemple, le plus connu, c'est avec les doigts comme ça, mis en tension. Mais en fait, tout ça, c'est juste de la mécanique. Parce que si je vous invite à faire ce test, d'ailleurs, vous pouvez le faire là dès maintenant. Vous allez prendre vos paumes de main, vous allez chasser l'air entre vos paumes, vous allez tendre vos doigts, mettre une bonne tension et vous allez regarder, fixer l'espace qui existe entre vos 2 doigts. Et sans même faire de suggestion hypnotique, vous allez voir que mécaniquement, les doigts vont se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et plus les doigts se rapprochent, et plus ils se collent, et plus ils se collent, et plus les doigts se rapprochent, et plus les doigts se rapprochent, et plus les doigts se collent, et plus les doigts se collent, et plus vous entrez à l'intérieur de vous. En fait, si je pouvais, là, tout de suite, maintenant, si je voulais vous emmener en état hypnotique, il suffirait simplement que je sature votre esprit avec tout un tas de suggestions pour vous faire croire qu'en fait, ce sont mes phrases qui produisent l'état hypnotique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est uniquement de la mécanique, hein. Sans suggestion, les doigts, de toute façon, ne peuvent pas rester en tension tout le temps. Donc mécaniquement, ils vont se rapprocher pour se coller. Et les gens qui sont très suggestibles, avec tout ce que je vais pouvoir leur raconter, les doigts vont réellement se coller parce que notre cerveau, il fait bien les choses. Quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait dès lors qu'il n'y a aucune mise en danger, hein. Donc l'hypnotiseur de spectacle, il va faire, voilà, plusieurs tests comme ça pour vérifier les gens les plus suggestibles et c'est ces gens-là qui vont être utilisés pour faire le spectacle. Donc c'est à peu près 10% de la population. Il y a à peu près 30% de la population qui sont dits résistants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la capacité d'aller en hypnose, ça veut simplement dire que ces personnes-là, il va falloir les mettre en confiance. Il va falloir les rassurer. Il va falloir prendre du temps pour leur expliquer ce que c'est que l'hypnose et de les amener tout doucement et tout tranquillement vers l'état hypnotique. Et après, on a toutes les autres personnes qui sont capables d'aller dans un état d'hypnose entre quelques secondes, quelques minutes. Voilà, ça dépend du temps. Voilà, mais en tous les cas, on a tous, absolument tous, la capacité d'aller dans un état d'hypnose, hein. Voilà. Quand on parle d'hypnose, on va parler de transe hypnotique, hein. C'est cette capacité qu'on a de descendre à l'intérieur de nous couper de tout notre environnement extérieur pour vraiment être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette façon de descendre en nous, c'est ce qu'on appelle une transe. Alors globalement, il y a 3 niveaux de transe. Il y a la transe légère qui va nous servir globalement pour la gestion des émotions, pour la gestion de la douleur et pour amener du changement. On a la transe moyenne qui globalement va nous permettre aussi la même chose et la transe profonde où là on va utiliser cette transe profonde pour la chirurgie et puis pour les accouchements. Alors la différence entre les 3 types de transe, c'est qu'en transe légère, le conscient, votre mental, il est encore bien présent.
ce qui fait que vous avez encore la capacité de critiquer énormément les choses qui sont dites. En transe moyenne, votre conscience, elle fait des allers-retours entre le conscient et l'inconscient. En fait, il y a des moments, la personne va s'accrocher à ma voix pour faire tout ce que je lui demande, et il y a des moments, elle va s'échapper pour des fois arriver jusqu'à un stade où on m'entend presque plus. Et pendant toute la séance, en fait, elle va faire des allers-retours comme ça entre les différents niveaux, translégère, transmoyenne, translégère, transmoyenne. Il y a des moments, elle s'agrippe à ma voix, il y a des moments, elle lâche un peu, elle m'entend presque plus, et elle revient. Et donc, on a aussi la transe profonde qu'on va utiliser en chirurgie. Alors, évidemment, c'est une question qu'on me pose souvent, on endort chimiquement la partie qui va être opérée. D'accord? Et heureusement parce que il s'agit de mettre le corps en sécurité quand même. Il y a une perfusion qui est prête, hein, et si la personne, elle sort de sa transe hypnotique, il y a l'anesthésiste, il a juste à pousser le produit pour anesthésier la personne. Voilà, donc on a 3 types de transe. Alors, ce que j'aimerais revenir, c'est sur cette notion de conscient et d'inconscient. Et pour ça, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer un iceberg. Toute la partie en dehors de l'eau, c'est ce qu'on va appeler le conscient. C'est cette partie de nous qui nous relie au monde extérieur à travers nos canaux sensoriels qu'on appelle le VACOG, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. C'est à travers nos 5 sens qu'on se fait une représentation du monde. C'est comme ça qu'on rentre en interaction avec notre environnement, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire à l'instant présent. Grâce à notre conscient, on est pleinement actif, hein, on est en état de veille et c'est avec cet état qu'on peut apprendre des choses et on dit aussi que notre conscient, c'est donc la surface de notre appareil psychique. Ensuite, entre les deux, on a le subconscient, ou ce qu'on appelle aussi, vous pourrez voir dans certains ouvrages, on appelle ça aussi le préconscient. Donc c'est vraiment l'intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. Et là sont logées toutes les représentations auxquelles nous ne pouvons pas avoir accès directement. On a aussi donc l'inconscient, c'est la partie la plus profonde, hein, donc là c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, et là sont stockés tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti, goûté, touché, appris de votre conception jusqu'à maintenant. C'est aussi votre inconscient qui gère toutes vos fonctions biologiques. C'est lui qui gère la vitesse de circulation du sang dans vos veines, qui gère votre respiration, qui gère les mouvements du cœur. Tout ce qui n'est pas contrôlable, c'est votre inconscient qui gère tout ça, hein. En fait, c'est comme si on était un ordinateur. Le conscient, on va dire que c'est l'écran de l'ordinateur, d'accord? C'est la partie visible et ils sont projetés là tous les éléments qui sont enregistrés. Le subconscient, lui, il va relier en fait tous les composants de l'ordinateur et il permet de les faire fonctionner. En fait, ce subconscient, on va dire qu'il a un rôle de coordination entre le conscient et l'inconscient. Et j'aime bien dire que l'inconscient, c'est en fait c'est le disque dur de l'ordinateur interne parce que là sont stockés tous nos programmes et tous nos logiciels de fonctionnement. Même si on les supprime, hein, parce que souvent il y a des gens qui me disent: «Moi j'aimerais bien que vous m'enleviez, telle mémoire de mon corps, j'aimerais bien que vous me supprimiez, tel comportement». Alors déjà ça je fais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une trace, même si on s'amusait entre guillemets «à supprimer», il y aurait toujours une trace à l'intérieur de nous. Alors on va mettre un petit code de communication entre nous. Donc ça, c'est oui, ça, c'est non, et ça, c'est j'ai une question. D'accord? Alors, est-ce que tout est OK pour vous maintenant? OK, super.
Alors, je vais continuer ma présentation. Alors, on a vu que, il y a différents niveaux de transe, mais il y a aussi, différents niveaux de champ de conscience. Alors, on a les ondes cérébrales, hein, qui a il y a différents types d'ondes. Donc on a les ondes bêta, qui sont donc des ondes de conscience, hein, entre 14 et 30 Hertz. Et c'est dans ces zones qu'on va trouver la concentration, qu'on va être en état de veille et qu'on va pouvoir faire des choses de façon affirmée. Ensuite, on a les ondes alpha. Donc là, on est déjà en demi-conscience. Nos ondes circulent entre 9 et 13 Hertz. C'est typiquement dans ces zones alpha qu'on va pouvoir faire de la méditation, qu'on va trouver l'état hypnotique, qu'on va pouvoir faire du travail avec la visualisation. C'est là aussi quand on est dans un état de détente et quand on utilise aussi les techniques de rêve éveillé. Ensuite, on va basculer donc en zone theta. Donc là, c'est vraiment quand on va être en hypnose et en méditation déjà bien profond. Nos ondes cérébrales sont entre 4 et 7 Hertz. Et là, on commence déjà à basculer dans l'inconscient. Et ensuite, on va basculer dans les ondes delta, entre 1 et 5 Hertz. Et c'est là où on est dans la phase de sommeil. Alors, vous voyez bien que ce sont dans les ondes alpha qu'on va surtout nous travailler en hypnose. Donc, l'hypnose, c'est pas du sommeil. On est vraiment entre les deux. C'est entre la veille et le sommeil, c'est vraiment cet état cotonneux, vous savez, quand on est prêt à s'endormir. On commence à être un petit peu dans le pâté, mais s'il y a quelqu'un qui nous questionne, on est encore capable de répondre. Donc vraiment, on est entre les deux. C'est important parce qu'en hypnose, on ne dort pas. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes clients, vous entendrez tout ce qui se passe autour de vous. Et heureusement, parce que s'il y avait du danger, il faudra bien se sauver. Donc j'insiste là-dessus, on ne dort pas en état d'hypnose, on est au contraire très actif puisque le thérapeute, il va inviter le sujet à faire tout un tas de choses à l'intérieur. C'est OK pour ça? Bien. Alors, comment est structurée en fait une séance d'hypnose? C'est quand même intéressant de comprendre comment ça se passe. Donc en fait, le but du thérapeute, ça va être d'amener la personne à la couper de toutes les stimulations extérieures pour pouvoir l'amener à se centrer pleinement dans son espace intérieur. Une fois qu'on a réduit tous les stimuli extérieurs, on va demander à la personne de se mettre en observatrice d'elle-même. En fait, c'est ce qu'on appelle chez nous la dissociation. On va lui demander de faire un pas de côté pour observer son comportement ou observer l'émotion de façon à pouvoir mobiliser toutes les ressources que la personne a là en elle pour amener du changement. Et une fois qu'on est allé chercher ce dont la personne a besoin pour provoquer le changement, une fois que tout ça s'est bien intégré, on la ramène dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'état présent avec le changement. Donc en fait, on a 4 grandes étapes. Réduction des stimuli, on dissocie, on va chercher, la personne va chercher en elle-même toutes les ressources qu'elle a besoin pour aller mieux. Et après, on la ramène avec tout ça pour qu'elle puisse les utiliser dès l'ouverture de ses yeux. Voilà. Alors, je rentrerai un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir que l'hypnose, en fait, ce n'est pas du sommeil. Je viens de vous le dire juste à l'instant. C'est pas de la magie non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leur liste de courses, c'est ce que je dis, hein, avec toute leur liste de points à travailler et ils pensent qu'en une seule séance, on va pouvoir régler tous leurs problèmes. Alors, si c'était si simple, ça se saurait, hein. En fait, je ne peux pas déterminer à l'avance le nombre de séances que la personne va avoir besoin pour traiter son problème. J'ai une obligation de moyens, donc de mettre tous les moyens en œuvre
pour aider la personne à gérer son problème, mais j'ai pas une obligation de résultat. Ça lui appartient. Il y a des fois, il y a des gens qui sont prêts à lever leur blocage et il y a des gens, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps. En fait, c'est un petit peu comme une rose, hein. Je considère les gens un petit peu comme une rose quand le cœur il est bien fermé. Donc l'idée, ça va être déjà de bien entretenir le terreau tout autour pour que la rose, elle se sente bien dans son terrain. Ensuite, il va falloir bien la préparer, cette rose-là, lui apporter tous les soins nécessaires pour qu'elle puisse s'ouvrir un petit peu. On va enlever en fait tous les pétales qui ne sont plus nécessaires, qui sont usés ou qui n'ont plus lieu d'être. On va les enlever. On va continuer de nourrir la terre et plus on va nourrir la terre, plus la rose va pouvoir s'ouvrir et à un moment donné, la problématique, elle va émerger. C'est comme si aussi on peut prendre la métaphore de l'oignon aussi, hein. On va enlever des couches, sécuriser, enlever des couches, sécuriser, pour permettre à la personne d'être en pleine de se sentir pleinement rassurée au moment où on va aller sur la phase, qui pose problème. Voilà, enfin moi j'aime bien travailler comme ça il y a c'est sécure pour tout le monde. La magie de l'hypnose, on va dire qu'elle réside surtout dans l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire dans la connexion, le rapport qu'on va établir entre le sujet et le thérapeute. Plus il va y avoir de la confiance, plus la personne va se sentir en sécurité, plus la personne va se mettre, plus le thérapeute va se mettre au même niveau que son sujet, c'est-à-dire vraiment dans un accompagnement parfait, plus les inconscients des gens vont communiquer entre eux, hein. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la synchronisation. Quand il y a 2 personnes sont en interaction, quand il y a vraiment une bonne osmose comme ça entre les 2, il y a un phénomène qui se passe, c'est que les inconscients vont communiquer entre eux et les inconscients communiquent entre eux à peu près 4, 5 secondes avant que les mots sortent de la bouche. C'est pour ça que souvent les gens me disent: «Ah bah tiens, vous venez de me dire quelque chose et j'étais justement en train de le penser». La magie de l'hypnose, pour moi, elle réside dans cette alliance thérapeutique, dans vraiment ce rapport de confiance qui est établi entre le thérapeute et son sujet. Et vraiment, quand je dispense les formations, je suis très, très attachée à faire travailler mes stagiaires sur cette alliance thérapeutique qui, pour moi, est fondamentale pour pouvoir instaurer un climat suffisamment sécure avant de descendre dans l'état hypnotique et d'aller travailler sur la phase de plateau thérapeutique où on pourrait trouver des choses un petit peu, des émotions un peu compliquées. Donc, si on part dès le départ avec une situation, enfin un état émotionnel en déséquilibre, on a de fortes chances que quand on va arriver sur la phase du plateau thérapeutique, ce soit plus compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser le terrain avant de partir. Et après, on descend tranquillement. Et comme la personne se sent bien, qu'elle se sent en confiance, et ben du coup, la phase de travail, elle se passe elle se passe très bien. Donc l'hypnose, ce n'est pas du sommeil, ce n'est pas de la magie parce qu'on ne peut pas tout régler en une seule séance. En aucune façon, c'est une perte de contrôle, hein, parce que souvent les gens me disent: «Ah beh, de toute façon, vous allez prendre le contrôle sur mon cerveau et je vais plus rien gérer». Alors pas du tout. C'est absolument pas vrai du tout, puisque la personne en état d'hypnose, elle garde toute sa capacité à réagir, à critiquer. Elle peut à n'importe quel moment ouvrir les yeux, changer de position, m'interpeller, poser des questions. Voilà, il y a jamais de perte de contrôle et encore une fois, heureusement, parce que s'il y avait du danger, il faudrait bien se sauver, mmh. Ce n'est pas de la relaxation non plus, l'état d'hypnose, hein. Il y a souvent des personnes qui pensent que c'est de la relaxation. Non, on peut être en état d'hypnose sans être relaxé. La relaxation, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est aussi, comment? On peut être en état d'hypnose, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est en train de pleurer, hein. On est vraiment, on a une grosse tristesse, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Et ben, on est en état d'hypnose et pour autant, on n'est pas relaxé. Et l'hypnose, ce n'est pas de la sophrologie non plus,
puisque la sophrologie, c'est une émanation de l'hypnose. D'accord. On a des protocoles qui sont, alors j'aime pas trop ce mot-là parce que j'utilise pas de protocole, mais voilà, il y a des techniques, on va dire, qui sont similaires à la sophrologie, mais on va beaucoup plus profondément avec la sophrologie sur la structure profonde de l'individu. C'est pas tout à fait le même travail, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Tout est clair? Alors ça c'est oui, ça c'est non, et ça j'ai une question. Non, c'est bon pour vous? Vous avez le droit de me répondre. OK, merci. Alors je continue. Alors, il existe différents types d'hypnose, hein. On a, une hypnose qui est dite traditionnelle, hein, une hypnose, directive. Donc, c'est en fait, là, c'est le thérapeute qui va se mettre en ce qu'on dit dans notre jargon, en position haute. C'est-à-dire qu'il va donner un petit peu des ordres à la personne pour pouvoir exécuter certaines tâches. On a aussi l'hypnose ericksonienne, donc là, c'est une hypnose bien plus permissive, hein. Par exemple, en hypnose directive, on va dire: «Je veux que vous fermiez les yeux», alors qu'en hypnose ericksonienne, on va plutôt dire: «Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos yeux». En fait, on va donner des suggestions qui sont permissives. Et cette hypnose ericksonienne, en fait, c'est celle que je pratique, hein. Elle est issue de Milton Erickson, qui était un psychiatre et qui a donc, développé, cette pratique. Lui-même, il était, très malade, hein, il souffrait de poliomyélite et il devait rester handicapé à vie et en fait, c'est en observant le fonctionnement de sa petite sœur, en fait, il a décortiqué un petit peu toutes les stratégies que sa petite sœur, elle mettait en place pour pouvoir, apprendre à marcher, se servir de ses bras et tout un tas d'autres choses et en fait, lui, dans son imaginaire, en fait, dans sa tête, il reproduisait toutes les stratégies, enfin, toutes les séquences de mouvements que sa petite sœur utilisait pour utiliser ses jambes. Et à force de visualiser tous ces processus encore et encore et encore, parce que le cerveau apprend par la répétition, à un moment donné, il a pu se resservir de ses jambes. Et c'est comme ça qu'en décortiquant un petit peu tous les apprentissages de sa sœur, qu'il a pu, lui, retrouver des fonctions pour refaire travailler son corps alors qu'il a fait plusieurs crises de poliomyélite assez sévères. Et donc, il a développé tout un tas de concepts et c'est comme ça qu'est née donc l'hypnose dite ericksonienne. Alors, on va aussi avoir un type d'hypnose qui s'appelle l'hypnose conversationnelle. Donc là, c'est en fait c'est l'utilisation d'un langage très spécifique qu'on appelle le Milton Model, hein. Donc c'est tout un tas de tournures de langage avec des mots spécifiques qui vont pouvoir donner des effets à l'hypnose et provoquer aussi des états chez notre sujet. On va pouvoir utiliser aussi l'hypnose donc pour faire de la thérapie, l'hypnose analgésie pour la douleur, l'hypnosédation pour l'anesthésie et il existe aussi d'autres hypnoses, hein, comme l'hypnose spirituelle par exemple, qui va nous permettre d'aller dans les vies antérieures pour ceux qui sont sensibilisés à ça et aller rechercher de l'information dans d'autres vies pour pouvoir traiter le problème de la vie actuelle à la personne. Alors c'est vraiment très particulier. Moi, je ne pratique pas, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Voilà pour les différents types d'hypnose. Alors, maintenant, je vais vous parler donc des indications de l'hypnose. Alors, dans quel cas on va pouvoir utiliser l'hypnose? Alors, l'hypnose, on va s'en servir dans le traitement de la douleur, pour tout ce qui est douleur chronique, tout ce qui est douleur aiguë. On va pouvoir faire des accompagnements dans les soins douloureux. Par exemple, quand moi je vais faire les formations en soins palliatifs, on a vraiment des résultats qui sont relativement intéressants pour les soins palliatifs. Par exemple, on avait une dame qui avait un cancer de la gorge et c'était vraiment très très douloureux ces soins.
et on a eu la chance de pouvoir faire, une séance d'hypnose directement sur elle et en fait, je lui ai simplement demandé: «Mais où est-ce que vous aimeriez vous évader pour votre séance d'hypnose?» Et la dame, elle me dit: «Oh bah, j'aimerais bien aller faire une balade en mer». Alors voilà, j'ai déjà vu des balades en mer, j'en ai fait, j'en ai vu à la télé, donc du coup, je me suis servie de mon référentiel, hein, de toutes les connaissances que j'avais sur le domaine et en fait, je lui ai raconté une histoire et je l'ai emmenée faire une promenade en mer. Donc la séance, elle a duré plus de 20, entre 20 et 40 minutes, je sais plus trop. Et pendant tout ce temps-là, je lui ai planté le décor. Donc je lui ai fait visualiser la mer, visualiser la couleur du ciel, du soleil. Je lui ai fait imaginer un bateau, je lui ai fait entendre le bruit de la mer, ressentir le vent sur son corps. Voilà, j'ai utilisé les 5 sens pour pouvoir renforcer son expérience de façon à ce qu'elle s'immerge pleinement dedans. Et pendant qu'elle était en train de voyager en mer, qu'elle vivait pleinement cette expérience, en fait, le soignant, il a fait le soin pour son cancer de gorge. Et en fait, la dame, elle a rien ressenti du tout. Et quand je l'ai sortie de sa séance et que je lui ai demandé, et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit: «Bah, écoutez, c'était super». Elle dit: «Maintenant, je suis prête pour mon soin». Et là, on a eu vraiment la grande joie de lui annoncer que son soin était déjà fait. Donc c'était génial parce que dans sa tête, elle était partie voyager et pendant ce temps-là, le soignant a pu faire le soin. Et vraiment où je trouve que c'était magique pour le coup, c'est que la dame, du coup, comme elle avait bien apprécié, cette balade en mer, les jours suivants, elle s'est mise toute seule en état d'hypnose et elle est repartie faire sa balade en mer. Ce qui fait qu'elle savait à peu près que le soignant allait passer vers 10h30. Bah, dès 10h du matin, hop, elle commençait à se mettre en immersion dans son souvenir et puis d'y aller, puis de le vivre profondément. Et quand le soignant arrivait, bah, en fait, elle ressentait absolument rien pour ses soins. Donc, vraiment l'hypnose pour l'accompagnement des soins douloureux, c'est vraiment une très, très belle pratique. On va s'en servir aussi pour la phobie des soins. Vous savez, les gens qui ont peur d'aller dans les scanners, les gens qui ont peur des gastroscopies, des gens qui ont peur des injections, des piqûres, tout ça, l'hypnose va pouvoir, agir. On va pouvoir aussi accompagner les soins dentaires. On va pouvoir, travailler aussi en hypnose sur les pré et les post-opérations, hein. C'est très intéressant de pouvoir préparer le corps à l'intervention chirurgicale, puisque une fois que le corps, il est informé de tout ce qui allait se passer, la personne va retravailler, hem, cette intervention par la visualisation et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'inconscient, il va mettre en place toutes les stratégies pour amener la personne là où, elle a décidé d'aller. C'est-à-dire qu'on va lui faire visualiser toute l'opération du début jusqu'à la fin avec un scénario qui est hyper positif, où il y a une bonne cicatrisation, où, le sang, coagule bien. Enfin, on va planter tout un décor qui va faire que l'opération va se passer, à 100 merveilleusement bien. Donc on va l'utiliser l'hypnose aussi pour, ben, préparer les personnes à une intervention chirurgicale, comme je vous l'ai dit aussi pour les soins palliatifs. On va utiliser l'hypnose aussi pour tout ce qui est troubles anxieux, tout ce qui est anxiété, les angoisses, les phobies, les dépressions, les TOC, les stress post-traumatiques, les addictions. Alors, en ce qui me concerne, moi, dans ma pratique, tout ce qui est dépression, tout ce qui est stress post-traumatique et addiction, j'aime bien être accompagnée d'un professionnel de santé, hein. J'aime bien qu'il y avoir un support, savoir que la personne, elle est suivie déjà par un médecin ou par un psychologue ou même un psychiatre, parce que ce sont quand même des pathologies qui sont lourdes et pour que la personne, elle soit vraiment en sécurité, j'aime bien avoir un accompagnement, d'un professionnel. On va pouvoir utiliser l'hypnose aussi pour tout ce qui est symptômes psychosomatiques, hein, pour tout ce qui est, maladie du corps, tout ce qu'on ne peut pas exprimer par les mots.
En fait, c'est le corps qui va transformer ça en trouble, en maladie et du coup, l'hypnose, on va pouvoir amener la personne à observer un petit peu, son inconfort dans le corps et on va aller lui poser des questions pour voir comment tout ça, ça s'est organisé en elle et à quoi ça vient faire référence émotionnellement. On va pouvoir aussi utiliser l'hypnose pour tous les troubles fonctionnels, tout ce qui est troubles digestifs, par exemple. On va utiliser l'hypnose pour optimiser l'efficacité des médicaments, pour activer le processus d'auto-guérison. On va s'en servir aussi pour tout ce qui est comportement. Par exemple, on a un comportement qui est dysfonctionnant. La personne va me dire bah, j'aimerais bien, j'en ai marre de faire telle chose. À chaque fois que je me retrouve dans cette situation, j'ai toujours la même réponse de comportement. Bah, l'idée, ça va être de chercher un comportement de remplacement. On va pouvoir aussi revisiter les événements du passé pour leur donner une autre lecture. Parce qu'on part du principe qu'en fait, la personne, dans sa petite enfance, elle a vécu par exemple un événement qui soit traumatique ou pas, avec son cerveau d'enfant. Et ce qui était du temps de l'enfance n'est plus forcément du temps de l'adulte. Donc l'idée, ça va être d'amener la personne en ce qu'on appelle en régression, c'est-à-dire on va la ramener au moment où elle était petite. On va lui dire, en gros, je schématise, de quoi tu avais, de quoi tu aurais besoin dans cette situation pour aller mieux. Donc on va lui amener plusieurs solutions de façon à ce qu'elle ait du choix. Elle va choisir la meilleure et une fois qu'elle a choisi la meilleure, on va lui faire revivre l'événement avec cette ressource, ce comportement de remplacement ou ces émotions différentes ou alors peut-être une aide d'un parent ou autre et du coup, ça va changer la représentation de l'événement traumatique. On va s'en servir aussi pour donc tout ce qui est gestion des émotions et gestion des sentiments et aussi, surtout, on va l'utiliser pour l'augmentation de nos capacités intellectuelles et physiques. Ça m'est arrivé déjà d'accompagner des marathoniens, par exemple, dans la gestion de la douleur, parce qu'au bout du 25e kilomètre, ils commencent à avoir des douleurs dans le corps, et puis le mental qui peut flancher par moment. Donc l'idée, c'est de travailler les phases critiques dans la course pour optimiser un petit peu le potentiel du corps. Voilà, à partir du moment où on a quelque chose qui nous gêne, en fait, l'hypnose va pouvoir va être utilisée. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ça, c'est oui, ça, c'est non, et ça, c'est j'ai une question. Non? Pas de question? Ok, alors je vais continuer. Alors, d'après vous, là, je vais vous demander de rallumer vos micros parce que je vais vous poser une question en direct et j'aimerais bien avoir vos réponses. Alors, est-ce que vous pouvez allumer vos micros? Voilà. Alors, j'aimerais vous demander, d'après vous, comment on sait qu'une personne est en hypnose? Est-ce que vous avez une idée? Pas du tout. Alors, non? Vous avez aucune Non, idée? pas Alors, d'idée. on reconnaît une personne en hypnose, en fait, parce que ses yeux, ils papillonnent, hein. On a une activité sous les globes oculaires. En fait, les yeux, ils vont aller comme ça de gauche à droite et puis on a les paupières qui vont osciller très fortement. C'est comme ça qu'on voit si la personne est en hypnose ou pas et ça nous fait exactement le même phénomène quand on est prêt à s'endormir. On a les yeux qui font ça aussi. On a la couleur de la peau qui blanchit. On a la respiration et la déglutition qui se calment et on a un petit peu parfois des petits micro-mouvements du corps, un petit peu des petits mouvements robotisés. Mais c'est surtout grâce à l'activité des globes oculaires et à la couleur de la peau qu'on se rend compte si la personne est en hypnose ou pas.
Voilà. Est-ce que vous savez un petit peu les contre-indications de l'hypnose? Parce qu'il y en a quand même un petit peu des contre-indications. Quand est-ce qu'on n'utilise pas ou on ne doit pas utiliser l'hypnose? Avez-vous des idées? Bon, Allez, faites-moi des propositions. en fort état émotionnel. Alors non, Non. non, non, parce qu'on peut intervenir justement. En cas de maladie neurologique, Ouais, quand on a des maladies psychiatriques, hein, voilà. la schizo Alors, la schizophrénie, Alors la la psy schizophrénie, voilà, par exemple la ah, schizophrénie, les personnes qui sont bipolaires, alors on peut les prendre sauf si elles sont pas stabilisées. Alors mmh, personnellement, moi je suis prudente avec les gens qui ont des pathologies psychiatriques puisque voilà, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue et donc je fais attention un petit peu toujours à veiller à ce que la personne elle soit en sécurité. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres contre-indications à utiliser l'hypnose? Donc on a dit, il y a les pathologies psychiatriques, effectivement, c'est important, ne pas faire n'importe quoi. Mais la première, d'après vous, la première des contre-indications à respecter, ce serait laquelle d'après vous? Pas faire contre la volonté des gens. Ouais, exactement. voilà, Ouais. exactement. Mmh, C'est mmh, déjà le refus du patient, hein. mmh. Et ça, c'est vraiment important de respecter ça. Si la personne ne veut pas aller en état d'hypnose, on ne peut pas l'obliger à y aller, hein. En fait, c'est pas l'hypnose qui est dangereuse, c'est la personne qui l'utilise, hein. On entend tout un tas de polémiques régulièrement, avec l'hypnose, mais en fait, c'est pas l'hypnose, hein, c'est pas l'outil qui est dangereux, c'est la personne qui l'utilise, hein. C'est comme un électricien, enfin, c'est pas l'électricité qui est dangereuse si tout est fait dans les règles de l'art, c'est la personne qui va vous faire une installation électrique défaillante. Et ben, pour l'hypnose, c'est exactement pareil. Donc la première contre-indication, effectivement, c'est le refus de la personne. Si elle veut pas, on ne peut pas lui faire d'hypnose. Enfin, c'est pas déontologique pour moi, hein. Donc après, on a les pathologies psychiatriques, effectivement. Voilà. Alors, parfois, quand on met la personne sous hypnose, il se peut qu'il y ait des réactions un petit peu à la remontée de l'hypnose. Des fois, la personne peut se mettre à pleurer ou elle peut avoir une charge émotionnelle. Alors, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est vraiment d'accompagner cette charge émotionnelle en disant à la personne qu'en fait, c'est normal. On vient de travailler quelque chose de difficile pour elle et du coup, c'est normal qu'il y ait des petites émotions qui remontent, hein. Et puis, des fois, ce qui se passe aussi, c'est quand la personne, elle sort trop rapidement de son état hypnotique, en fait, elle peut avoir un léger mal de tête. Alors quand c'est comme ça, bah, c'est tout simple. On demande à la personne de refermer ses yeux. On va lui faire prendre des bonnes grandes respirations lentes et profondes. Et on va lui demander de sortir comme ça, tout doucement, de son état hypnotique pour que ce soit vraiment confortable, hein. C'est vraiment une prise en charge qui est très respectueuse de la personne. On ne peut pas lui faire faire quelque chose si elle n'a pas envie. On ne peut pas l'emmener dans un endroit si elle n'est pas prête à y aller. Enfin, moi, c'est ma pratique, hein. En fait, jamais je ne force le passage. Si le terrain il n'est pas prêt, si le terrain n'est pas sécure pour aller travailler quelque chose de difficile, je vais déjà continuer d'enlever des couches, de sécuriser, de façon à ce qu'à un moment donné, on puisse aller travailler cette chose qui pose problème. Alors, si je résume un petit peu là tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, donc je vous rappelle que la transe, donc c'est un état naturel, un phénomène naturel du corps. Notre inconscient, lui, c'est un immense réservoir de ressources. C'est là où sont stockées toutes nos informations. On dit en hypnose que chacun possède en lui toutes les ressources nécessaires, c'est-à-dire toutes les capacités nécessaires pour effectuer les changements désirés. Et parfois, quand la personne, elle veut du changement, des fois, ça résiste, hein. C'est ce qu'on appelle les résistances. Alors, avant de faire sauter une résistance, il faut être bien sûr de l'intention positive de la résistance. C'est-à-dire que dans tous nos comportements, même ceux qui nous dérangent, si on les fait, c'est quand même, il y a une bonne raison.
Donc l'idée, c'est d'aller explorer cette raison et de la conserver, mais d'agir uniquement sur la partie qui pose problème, hein. C'est ce qu'on appelle aussi les résistances, en fait. Et la résistance aussi, ça peut être le fait que la personne ne se sent pas suffisamment accompagnée, qu'elle ne se sent pas suffisamment en confiance pour pouvoir aller travailler, par exemple, son traumatisme. Donc si elle résiste, c'est pas de sa faute. Ça veut dire que le thérapeute, il n'a pas fait son boulot correctement et elle a raison, la personne, de se protéger, de dire stop, moi je veux pas y aller, c'est pas suffisamment sécure pour moi. Elle a entièrement raison. C'est bien aussi de prendre conscience que dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas d'échec, hein. C'est ce que nous on appelle des feedbacks. En fait, c'est des retours d'expérience. On fait des choses, on expérimente, on voit ce que ça donne. Alors des fois, ça marche du premier coup et c'est youpi. Et il y a des fois, on a besoin de faire quelques petits ajustements pour rendre notre action plus efficace. Et c'est pas du blanc et du noir, c'est j'ai tenté quelque chose, j'ai obtenu un premier résultat, donc je me félicite déjà d'avoir tenté quelque chose, c'est mieux que de rien faire du tout. Donc c'est déjà bien de valoriser ça et de dire à la personne, alors ok, c'est génial, parce que vous étiez dans une situation bloquée, vous avez déjà tenté une première chose pour vous en sortir, donc bravo. Dites-moi maintenant de quoi vous auriez besoin pour réussir à 100%. Parce que vous avez déjà fait une première étape, vous êtes parti de rien, vous avez mis en place une première action, vous n'avez pas obtenu le résultat escompté, ok, on va regarder ensemble qu'est-ce qui vous manque pour aller à 100%. Par exemple, pour illustrer un petit peu mes propos, je prends vraiment l'histoire de ce petit garçon que j'ai eu l'année dernière en, en séance, puisque la maman me l'amène, un petit garçon de 8 ans, et il me dit, je suis nul en maths. Ah bon? Je lui dis, qu'est-ce qui te fait dire que tu es nul en maths? Il me dit, bah, parce que j'ai eu 8. Bah, je lui dis, écoute, t'es pas nul en maths. Tu sais déjà faire de 0 à 8. Bravo! Maintenant, cherchons ensemble qu'est-ce qui te permettrait, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir pour aller de 8 à 12. Et rien que ça, rien que de faire ce petit recadrage, hein, de faire prendre conscience à l'enfant qu'il a déjà tenté des choses et c'est déjà merveilleux ce qu'il a pu mettre en place. Il a vu en fait qu'il avait de la capacité, hein, qu'il avait pour l'estime de soi, c'est quand même génial, hein, de se dire qu'on a du potentiel. Certes, il manque des choses, mais j'ai quand même une possibilité d'évolution. Et ça, c'est super important, hein. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas d'erreur, c'est juste du retour sur expérience. En hypnose aussi, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'on a plein d'outils différents, hein, pour amener la personne à travailler, et ben, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a la possibilité de rebondir sur autre chose jusqu'au moment où on va pouvoir amener la personne à atteindre son objectif. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok, bien. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser, il y a 4 grandes, dans une séance d'hypnose, il y a 4 grandes étapes, hein. Je coupe la personne de son monde extérieur, je la ramène dans son monde intérieur, je la dissocie, c'est-à-dire je la mets en état d'observatrice, puis je vais l'accompagner pour qu'elle aille chercher ce dont elle a besoin pour aller mieux et je la ramène dans l'ici et maintenant en utilisant ce qu'on appelle le VACOG, c'est-à-dire nos 5 sens, hein. Et plus on va y mettre des sens, plus on va avoir de résultats plus ça va potentialiser les résultats. Ok. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Voilà, parce que maintenant je suis à vous. Je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est que l'hypnose, comment on travaillait pendant une séance, que ce n'était pas l'hypnose, dans quel contexte on pouvait utiliser l'hypnose. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez rallumer vos micros.
parce que je vois qu'il y en a qui sont encore éteints. Voilà, de façon à qu'on puisse tous communiquer ensemble. C'est quand même plus sympa que moi toute seule derrière mon écran d'ordinateur. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Alors, ça c'est oui, ça c'est non, et ça c'est j'ai une question. Bah ouais, c'est quand même plus sympa quand on est tous ensemble à discuter que moi toute seule derrière mon écran. Alors, Christelle, est-ce que tu as une question, par exemple? Moi, je t'ai expliqué un petit peu ma problématique. C'était, comment justifier de pouvoir se faire, financer, une formation d'hypnose, en fait, Ouais, par alors son employeur. ouais, alors déjà, ce qui est important, c'est déjà que dans ta demande, il faut déjà que tu puisses mettre tous les avantages que l'hôpital va avoir à te former, hein, Mmh. parce qu'ils vont avoir besoin d'un retour sur investissement. Mmh. Donc ça, c'est normal, hein. Mmh. Donc, en quoi l'hypnose pourrait aider tes patients? Donc, bah, sur la gestion des émotions, Mmh. hein, sur, aller faire un travail sur, les sensations alimentaires, sur la sensation de faim, sur la sensation de satiété, aller comprendre en fait, amener la personne à comprendre, comment ses comportements alimentaires, pourquoi elle s'oriente davantage sur le sucré ou sur le salé, hein. Voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments, elle va avoir des comportements compulsifs ou pas. Parce qu'il faut bien dire que la prise de poids, c'est multifactoriel, hein. Il y a et dans la prise de poids, il y a une grosse partie, c'est des facteurs émotionnels. Alors, on a les verrouillants familiaux, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'histoire familiale que la personne elle a récupéré, hein, de son père et de sa mère et des lignées au-dessus. Il y a les verrouillants personnels, c'est tout ce qui s'est passé dans sa propre histoire. Et puis, il y a aussi son état mental, hein, si elle se sent déprimée ou pas, anxieuse ou pas, si elle a les troubles du sommeil ou pas. Et tout ça, l'hypnose, c'est vraiment une bonne indication pour amener la personne à travailler sur les différentes sphères. Tu vois, c'est Mmh. vraiment leur faire comprendre que la prise de poids, c'est multifactoriel, c'est pas juste une question d'alimentation. C'est loin de là. À 50%, c'est de l'émotionnel, tu vois? Ouais. Donc, et là où tu as vraiment un axe de levier, c'est que, bah, comment? Parce que chaque histoire de poids raconte une histoire de vie Mmh différente, mh. Mmh. tu vois? Et ça, c'est important que tu le dises, hein. Chaque histoire de poids, enfin, chaque prise de poids raconte une histoire de vie différente. Donc tu peux pas faire l'impasse sur la sphère émotionnelle, c'est pas possible, hein. Et rien que le fait d'induire un petit état hypnotique, tu vas pouvoir aller rechercher les sensations de faim, réactiver les sensations de faim dans le corps, réactiver les sensations de satiété dans le corps et t'amuser à faire des ponts entre la sensation de faim et la sensation de satiété pour reparamétrer en fait le corps dans ses sensations de base. Tu vois? Mmh. Parce qu'il y a des gens qui savent plus comment ça fait dans le corps quand ils ont faim. Il y a des gens qui savent plus reconnaître la satiété. Et ben, grâce à l'hypnose, en allant les reconnecter à ces mémoires anciennes, hein, du passé, quand elles étaient bébés, en fait, elles les avaient ces sensations Mmh mh. alimentaires parce qu'il Mmh. n'y avait pas le mental qui pouvait encore interagir dessus. Et ben, rien que le fait de les amener en régression, à les retrouver ces sensations-là, tu vas réactiver les systèmes. Mmh. Parce qu'en fait, les patients avec qui je travaille, ils sont à l'étape du d'après. Ils arrivent à la chirurgie bariatrique, en fait. Ouais, alors Parce ça. que le travail en amont, c'est Delphine qui le fait. Bon, après, je suis dans l'étape suivante, en fait. Alors toi, tu es à quelle étape? Ils arrivent à la chirurgie. Je les prends en charge pour la chirurgie. Ouais, donc du coup, toi, tu es dans les conseils alimentaires liés à la chirurgie. Ouais, et Ouais, puis le suivi pour qu'il y ait pas de carence. ouais. Alors, bah, là,
toi, ça va être typiquement un travail sur les peurs. Mmh. Hein, ça va être, sur les peurs de la chirurgie, Mmh. peur des conséquences, tu peux travailler sur la peur du regard des autres, hein, parce Mmh. que tu peux travailler sur l'image du corps aussi, parce que l'image Mmh. du Ah corps oui, beaucoup. Ouais, bah ça, oui, ouais. Mmh. donc l'image du corps, elle va changer. Mmh. Donc il faut passer par l'acceptation de la chirurgie, l'acceptation de la nouvelle image du corps, qui n'est pas simple. Travailler aussi sur l'entourage, hein, parce qu'il va y avoir tout le regard des autres qui va peser aussi sur cette personne, parce que si elle se fait opérer et qu'elle l'a dit, Mmh. forcément les autres vont l'attendre au virage. Mmh. Donc il faut la préparer à tout ça, hein. Mmh. Mmh. Et puis, ouais, donc l'acceptation de l'image du corps. Et puis, c'est pas parce qu'elle va être opérée que son problème va être réglé, Mmh. malheureusement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la chirurgie, c'est la solution miracle Mmh. pour, Une gérer baguette le magique, ouais. bah, Mmh. ouais, sauf Mmh que mh. c'est pas de la magie non plus. Non. Donc il y a tout un travail sur les émotions, Mmh hein, mh. à faire, c'est aller comprendre dans son histoire à quel moment précis le poids, il a commencé à se mettre en route, quoi. Il y a forcément Tu vas forcément retrouver des éléments traumatiques, Mmh. forcément. Mmh. Et donc, grâce à l'hypnose, tu vas pouvoir les travailler et donner une autre lecture. Tu Mmh. vois, ça va être aussi, travailler sur l'acceptation de la chirurgie, parce que c'est quand même très invasif tout ça, hein. Bah, j'en ai une là qui a complètement décompensé et Mmh. c'est fou, c'est chaud. Ouais, ouais. Ça nous est jamais arrivé, hein. Tu vas pouvoir travailler sur la douleur Mmh aussi, mh. hein, la douleur, post-op. Mmh mh. Et puis, Ouais. tu vas pouvoir lui apprendre aussi l'auto-hypnose, hein, de façon à ce qu'elle se mette toute seule, elle, en hypnose, de façon à gérer un petit peu ses émotions. Ouais, Et puis gérer je suis pas très à l'aise avec l'auto-hypnose finalement. bah, on en reparlera si tu Ouais, veux, mmh, parce que ouais, c'est ouais. pas compliqué, hein. Ouais, ouais, mmh. Et elle va pouvoir travailler sa douleur Mmh aussi, mh. hein, qu'elle soit mentale ou physique, elle peut est-ce que tu as assez d'arguments pour, valoriser ta formation? J'espère, j'espère. Après je m'étais même, je travaille aussi en HDJ onco-gériatrique Mmh. et je m'étais demandé et j'ai fait une rencontre vendredi dernier, c'était, le mari avait encore moins bien géré l'annonce du cancer, et du début de la chimio que sa femme qui était concernée et elle devait gérer et sa charge mentale à elle et celle de son mari Ah ouais, et là, je me suis dit: «Ouh, ça aurait ouais. bien eu besoin de Géraldine». Ouais, ouais. Bah, toi aussi, tu aurais pu faire Ouais, déjà. ouais. Mmh. Bah, oui, mais j'avais que 20 minutes, hein. C'est une évaluation de l'état nutritionnel pour voir s'ils sont capables de supporter la chimio. Ah ouais, Donc OK. là, je commence, un peu là dans ce domaine-là et je me dis que là aussi ça pourrait Mmh peut-être, mh. m'aider. Mmh. Mmh Mais mh. pour les prendre en charge dans la suite, hein, quand ils Mmh. viennent faire leur chimio et tout. Donc ça me faisait 2 pistes, ça plus la chir, à voir. Ouais, Mmh. ouais. Bah, il y a plein de tu reprends un petit peu toutes les indications de l'hypnose que j'ai données tout à Ouais, ouais, l'heure. c'est pour ça que c'est bien. Ça m'a fait du bien de réentendre tout ça, ouais. Mmh. Ouais, et puis tu vas choper les informations Mmh et mh. puis voilà, parce que, si la personne, quand tu utilises l'hypnose, de toute façon, il y a moins de traitements médicamenteux Mmh. derrière. Mmh mh. Donc, Mmh ça mh. fait des économies pour l'établissement. Tu vois? Non, mais, Oui, 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 tu oui. vois, Mmh. les établissements, Ouais. ils fonctionnent sur, du financier maintenant, Oui, on n'est c'est plus sûr dans l'humain. toujours. Bah, oui, oui. Mmh. Enfin moins dans Malheureusement. l'humain. Mmh. 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 Donc on est bien obligé de parler leur même langage. Mmh mh. C'est vrai. Donc tu vois, tout le Mmh. et puis de rendre la personne autonome aussi dans sa gestion, Mmh. hein. Donc ça, c'est important aussi. Mmh. Mmh. OK, bah, merci, hein. Bah, écoute, je t'en prie, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'hypnose, les indications, comment on vit une séance d'hypnose? Enfin, je sais pas, est-ce que tout a été suffisamment clair? Oui, Tony? Et moi, j'ai 2 questions. La première, c'est la durée d'une séance d'hypnose parce que tu parlais de 20 minutes tout à l'heure. Moi, ça me semble un peu court. Alors, c'est parce que j'avais peut-être fait des longues, mais Alors ça dépend. Ça dépend de la problématique à traiter. Ça dépend de la capacité de la personne d'aller dans son état hypnotique, si elle fait partie des 10 ou pas, hein. Ça dépend aussi de son histoire de vie, de voir un petit peu s'il y a des résistances ou pas. Donc, quand moi en cabinet, je les prends 1 heure, hein. Je prends à mmh, peu près, 10 minutes, un quart d'heure pour faire, l'entretien. En fait, aux outils de PNL, en fait, je vais poser des questions en entonnoir pour aller directement sur la structure profonde de la personne, hein. Parce que si tu veux, entre ce que la personne te dit au départ
et ce qui se passe au niveau inconscient, il y a un fossé entre les deux. Oui. Donc, je vais avoir un questionnaire très stratégique pour aller sur le problème de fond. D'accord? Après, je vais la mettre en hypnose. Donc, j'ai plein de techniques différentes. Ça peut être soit la relaxation, soit des techniques d'hypnose rapide, soit pendant que la personne va me parler, elle va avoir une émotion. Donc, du coup, pouf, je vais lui demander de fermer les yeux, de penser à son émotion et de lui demander de laisser son émotion, de la laisser l'amener au moment, à l'endroit où elle existait pour elle la toute première fois. Tu vois? Puis je vais y aller comme ça en descendant. On va demander à la personne bah, de quoi tu as besoin pour aller mieux. Donc, elle va me le dire. Hein, je vais questionner la personne. C'est elle qui me dit ce dont elle a besoin. Et je sais pas si elle me dit, par exemple, j'ai besoin de confiance. Je vais lui dire, bah tiens, quand est-ce que c'est que la dernière fois vous avez eu de la confiance? On va aller récupérer cette confiance-là, on va lui remettre dans son histoire et du coup, ça va changer le reste. Donc, il y a des fois, c'est ultra rapide. Enfin, ultra rapide, non, j'exagère, vraiment. Des fois, en une demi-heure, le travail il peut être fait, puis des fois, c'est un petit peu plus. En tous les cas, moi, les séances, elles durent 1 heure. J'ai 10 minutes, un quart d'heure d'entretien. Après, je fais mon intervention et donc à peu près 40 minutes, à peu Mhm. près. Je dis bien à peu près, hein, parce que ça dépend du problème, Oui. encore une fois, et de la personne surtout. Et puis après, je me laisse 10 minutes, tu vois, pour encore échanger après. Voilà. Mhm. Et des Ok. fois, c'est un petit peu plus long, hein, s'il y a plus de boulot. Puis des fois, ça dépend. S'il y a une grosse charge émotionnelle qui est vécue pendant la séance, ben, il faut laisser le temps à la personne d'évacuer sa tristesse ou sa colère, enfin de libérer tout ça pour pouvoir retourner. C'est pour ça qu'il y a des fois, enfin, on va installer un lieu de sécurité, si tu veux, en début de séance, pour dire à la personne, bah voilà, maintenant, retourne dans un endroit où tu te sens bien, où tu te sens en sécurité. Et si, au cours de la séance, à un moment donné, elle vit des émotions trop douloureuses, je vais lui demander d'aller dans son lieu de sécurité, de se ressourcer, et quand elle est prête, on y retourne. Et on va faire des allers-retours comme ça, ce lieu de sécurité et le traumatisme, de façon à ce que ça se fasse en douceur. Donc ça, quand on est dans cette configuration-là, ça peut prendre du temps. C'est pour Mhm. ça que globalement, c'est 1 heure, mais des fois, ça peut aller plus. Ça D'accord. dépend. Ouais. Et des fois, on n'est pas obligé non plus, avec l'hypnose, on n'est pas obligé d'avoir du contenu, hein, c'est-à-dire que la personne nous raconte toute son histoire. On a des techniques qui nous permettent de travailler sans contenu. Hein. C'est juste sur la représentation de son trouble. Par exemple, si on est sur une douleur, donc que ce soit une douleur mentale ou physique, je vais demander à la personne, tiens, si vous donniez une forme à cette douleur, par exemple à cette colère, quelle forme elle pourrait avoir? Alors, par exemple, elle va me dire, bah, c'est comme un bloc de pierre. Ok, bah, montrez-moi avec vos mains la taille de ce bloc de pierre. Donc, elle va me dire comme ça. Donc, ok, moi, ça me donne une idée un petit peu de l'étendue de sa colère. Je vais lui demander donc sa taille, sa forme, sa couleur, et s'il y a du mouvement, si ça bouge ou si c'est figé. Et après, l'idée, ça va être d'inverser tout ça. Par exemple, si elle me dit c'est un bloc qui est de cette taille-là, c'est gris et à l'intérieur, ça pulse, le premier truc que je vais lui demander, c'est OK, vous allez déjà changer la couleur de cette forme pour lui donner une couleur agréable. Donc, je sais pas, par exemple, elle va me dire le jaune. OK, bah maintenant, visualisez cette forme de couleur jaune. Après, je vais lui demander de réduire la taille au plus possible, hein, en largeur, en hauteur, en longueur, de façon à le rendre le plus petit possible. Et rien que déjà de s'imaginer sa colère avec une autre forme, une autre couleur, une autre taille, déjà l'intensité elle a chuté. Tu vois. Et après, je vais lui demander, par exemple, si elle veut s'en séparer ou si elle a encore besoin de le garder. Donc du coup, bah, si elle veut s'en séparer, je vais lui donner 2-3 idées. Bah, vous pouvez dynamiter le truc, vous pouvez le prendre et le jeter, vous pouvez le mettre dans la terre, le mettre dans les WC, enfin je ne sais quoi. Et la personne, vraiment, on a notre imaginaire qui est bien développé, hein, parce que le premier langage du cerveau, c'est les images. Donc facilement, les gens vont
vont créer des images mentales comme ça et on va travailler sur l'image mentale pour changer la représentation, en fait. Et une fois qu'elle a enlevé, par exemple, son petit bloc qui est devenu jaune, je vais lui demander ce qu'elle a besoin à la place. Est-ce qu'elle a besoin de douceur, d'amour, de calme, de je sais pas quoi. Et on va lui demander d'aller rechercher le souvenir où elle a ressenti, par exemple, cette douceur, et on va l'installer à la place du bloc. Et ça fait le job. Tu vois, ça, c'est une petite technique allez, en 10 minutes, c'est calé et ça permet à la personne déjà de se sentir drôlement mieux. Donc, on peut faire ça pour un inconfort physique, une douleur physique ou un inconfort émotionnel. Voilà. Puis après, on a des outils qui nous permettent aussi de faire des changements d'histoire de vie, c'est-à-dire qu'on va amener la personne dans son passé et on va lui apporter plein d'éléments différents qui vont lui permettre de revivre cet événement du passé d'une autre façon. Parce que c'est vrai que quand on est l'autre jour, tu vois, j'ai traité une petite fille, enfin j'ai accompagné plutôt une adulte, et quand elle, qui souffrait de la blessure d'abandon. Et en fait, quand on a exploré, quand je l'ai emmenée en régression, en fait, elle s'est retrouvée à l'âge de 3 ans, toute seule dans le jardin de ses parents. Et elle s'est sentie affreusement seule. Et quand elle est retombée dans ce souvenir, elle a pleuré, 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 pleuré. Et vraiment, elle avait sa voix de petite fille: «Je suis toute seule, il y a personne qui est avec moi». Enfin, elle était complètement désemparée, la petite. Et en fait, je lui ai demandé de prendre de la hauteur, en fait, et puis de bien regarder tout autour d'elle, parce que c'est vrai que quand on a une peur ou une émotion, on a tendance à avoir une vision rétrécie. Donc là, j'ai amené à avoir une vision plus globale de l'événement, et en fait, elle s'est rendue compte que, à la porte-fenêtre, là, sur sa droite, en fait, il y avait son père et sa mère qui étaient en train de discuter avec des invités. Et du coup, bah, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour dire: «Bah, tu vois que tu étais pas toute seule. Ils étaient certes pas avec toi dans le jardin, mais ils étaient à l'entrée de la baie vitrée. Comme ça, ils pouvaient être à la fois avec les invités en discutant, mais à la fois, ils pouvaient t'observer et voir si tout allait bien pour toi. Donc tu étais en sécurité, en gros», hein. Enfin, je fais très court, mais l'idée, c'est ça. Et du coup, le fait d'avoir mis en lumière, d'avoir donné une autre lecture à cet événement-là, ça lui a permis déjà d'aller mieux. Tu vois? Donc on a plein d'outils dans notre boîte pour, voilà, pour amener la personne à transformer un petit peu les choses. D'accord. Alors, où on peut trouver des informations sur la formation hypnose? Eh ben, Étonnant. tout Hein? simplement sur le site INSEM, donc INCEM. Voilà, je le mets dans le chat à tout le monde. Alors, à tout le monde, donc insem.fr, donc on va dans la partie, formation, et dans la partie formation, bah, il y a les parcours en hypnose. Donc les parcours en hypnose, il y a plusieurs niveaux. Il y a les bases de l'hypnose où on apprend donc à mettre la personne sous hypnose. Et alors on voit un petit peu ce que je vous ai expliqué, brièvement, tout à l'heure. Ce que c'est que l'hypnose, ce que n'est pas l'hypnose, comment on met une personne en hypnose, comment on repère qu'une personne est en hypnose, et puis on voit déjà tout le langage hypnotique pour pouvoir commencer déjà à faire des premières interventions. Donc on ressort de la formation, on a déjà des outils pour commencer à s'entraîner sur les proches. Ça, c'est les bases, ça dure 5 jours. Et dans nos formations, on a mis une technologie SEM, qu'on a créée en fait. Et dans cette technologie, en fait, on travaille à plusieurs niveaux. On va travailler à la fois sur le corps physique, le corps émotionnel et cette dimension spirituelle dont je parlais tout à l'heure, où on va aller récupérer les informations transgénérationnelles, tout ce qui appartient aux parents, grands-parents, arrière-grands-parents et plus au-dessus. Donc ça, on fait ça sur les bases de l'hypnose. Et après, il y a le niveau praticien. Donc là, c'est en prérequis, il faut avoir suivi les bases de l'hypnose pour accéder au niveau praticien. Et là, vraiment, on va apprendre tous les outils pour faire de la thérapie. Et on va vraiment sur des outils qui vont nous permettre de travailler les deuils, les traumatismes, les changements d'histoire de vie. On va apprendre les régressions. On va travailler sur les phobies. On va travailler sur les TOC.
Enfin voilà, on va aller sur vraiment les choses qui sont un petit peu lourdes et ça, c'est au niveau praticien, heu, qu'on voit tout ça et puis d'autres choses encore et après sur le niveau maître prat qui va être disponible là dès la rentrée, sur le niveau maître praticien, en fait, on va aller sur des techniques avancées sur la gestion du poids, la gestion du tabac, enfin on va aller sur on va ouvrir un petit peu le champ de l'hypnose sur des problématiques en donnant des outils beaucoup plus spécifiques, en fait, hein. On va revoir à la fois, quelques outils, du praticien pour voir si c'est vraiment bien intégré et après on va développer d'autres compétences pour aller sur, les addictions, pour aller, sur le poids, le tabac, pour aller, voilà, sur des choses un peu plus enfin, qui sortent du champ traditionnel, on va dire. Voilà pour l'hypnose. D'autres questions? Alors ça c'est oui, ça c'est non. Ça, c'est non. Non, il n'y a pas de questions. Tout a été suffisamment clair pour vous? Oui, C'est vrai? oui, Oh bah dis donc, ouais. parce que j'avais l'impression d'avoir été un petit peu rapide dans mes explications. Donc, j'espère que non. OK. Bien. Alors, si vous le souhaitez, on va se faire une petite séance courte, très courte, pour finir la conférence. Si vous êtes OK pour ça? Ouais? Mmh. Mmh. OK. Alors, donc, rappelez-vous qu'à n'importe quel moment, s'il y a quoi que ce soit pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux et sortir de l'hypnose. D'accord? On ne peut pas rester bloqué dans un état hypnotique. Si, admettons, j'étais malveillante, que je vous mets en hypnose profonde et que je m'en vais, eh ben, naturellement, votre corps, il reprendrait une activité normale au bout de 20 minutes à peu près, hein. Dès lors qu'il y aurait plus de bruit et que votre inconscient capterait qu'il y a quelque chose qui est plus comme d'habitude, il vous remettrait en phase d'éveil tout de suite. D'accord? OK. Donc, surtout, soyez respectueux de vous-même. S'il y a quoi que ce soit qui vous gêne, vous ouvrez les yeux et vous sortez de votre état d'hypnose. Ça, c'est important. D'accord? Ce que je vous invite aussi, c'est à couper vos téléphones pour que vous soyez tranquille, hein, parce que le Mmh. but du jeu, c'est quand même de profiter, voilà, parce qu'un état hypnotique, c'est très confortable, hein. 10 minutes d'hypnose profonde, ça équivaut à 2 heures de sommeil récupérateur. Donc c'est pas Ah ouais. mal quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est très confortable un état hypnotique. Moi, j'adore y aller. Tous les midis, je me mets en état d'hypnose toute seule, en auto-hypnose, hein, ça s'apprend. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a une formation en ligne, hein, où vous êtes totalement autonome sur le site INSEM, hein, ça s'appelle auto-hypnose en e-learning. Donc, ben voilà, vous vous inscrivez à la formation et puis après, vous avez 7 heures de formation complète sur l'auto-hypnose avec plein de protocoles différents pour travailler 10 sujets différents. En Ah, fait, génial. et vous êtes en totale autonomie, en fait, hein. Vous allez sur la plateforme, vous avez un accès à vie. En fait, vous y allez quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Vous avez des vidéos, vous avez, des alors un coup c'est Pierre, un coup c'est moi, un coup c'est tous les 2. Il y a des quiz aussi pour, vous accompagner dans votre apprentissage et tout est structuré de telle façon à ce que vous avancez pas à pas et à chaque fois que vous clôturez un chapitre, en fait, vous avez un petit quiz pour voir un petit peu si vous avez bien acquis les notions. Puis après, vous passez au module 2 et puis vous avancez comme ça et à la fin de la formation, à la fin de ces 7 heures, vous pouvez vous mettre en auto-hypnose en toute sécurité et travailler sur vous, sur les sujets qui vous sont donnés dans la formation, hein. Parce qu'on ne va pas en auto-hypnose tout seul pour fouiller son passé, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc surtout pas. Mais par contre, on peut commencer à faire un petit travail sur soi pour différentes choses. Par exemple, j'ai mon amie diététicienne, elle se rongeait les ongles, et ben, elle a travaillé en auto-hypnose toute seule le fait de ne plus se ronger les ongles. Une fois, elle avait une entorse et puis on devait faire une formation toutes les 2 et je lui dis: «Écoute Coralie, tu te débrouilles comme tu veux, mais samedi, il faut que tu sois là». «Ah mais je sais pas comment je vais faire, j'ai vraiment une grosse entorse». Je lui dis: «Écoute, tu peux aider ton corps à se réparer,
Donc du coup, tu te mets en auto-hypnose et tu visualises, en fait, la réparation de ta cheville, quoi, en fait. Et quand elle est arrivée le samedi, donc elle a fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour, parce qu'encore une fois, le cerveau, il apprend par la répétition. Et du coup, à la fin de la semaine, elle a pu arriver, de Paris jusqu'ici et on a pu animer la formation. Bon, elle boitait encore un petit chouïa, mais globalement, c'était bien quand même. Donc voilà, on a une capacité tout seul à faire des réparations et c'est vraiment intéressant d'utiliser l'auto-hypnose. Moi, par exemple, j'utilise tous les midis pour me ressourcer. Une fois que j'ai mangé, je me mets dans mon fauteuil, je me mets en auto-hypnose, je me vide de tout ce que j'ai vu dans la matinée, tout ce que j'ai vu, entendu et ressenti dans la matinée. Je fais le grand ménage intérieur. Comme ça, je vais chercher aussi de la comment de la détente, hein, je vais vraiment chercher de l'énergie et comme ça, quand j'attaque mes consultations l'après-midi, bah, je suis en pleine forme, quoi, hein, parce que j'ai fait le ménage le matin et puis le soir aussi, j'ai une petite technique qu'on apprend dans les bases de l'hypnose où on a une petite technique qui s'appelle le ballon, où on va pouvoir et d'ailleurs dans la formation d'auto-hypnose, cette technique elle y est aussi, où on apprend, tous les soirs, bah, à vider son ballon émotionnel pour pas le retrouver le lendemain matin, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est moins fatigué en fin de semaine, parce qu'on vide en fait toutes les charges émotionnelles, hein. Voilà, et puis sur le site aussi, j'en profite avant de commencer la séance, c'est qu'on a créé une communauté qui s'appelle les voyageurs hypnotiques. Et cette communauté, donc elle est faite pour tout le monde, en fait, hein, qu'on soit formé à l'hypnose ou pas, à tous les particuliers qui veulent, c'est possible de s'inscrire c'est un abonnement en fait, pour 12,50 € par mois. Et en fait, quand on s'inscrit donc sur la communauté des voyageurs hypnotiques, vous bénéficiez donc, d'un programme avec des séances d'hypnose, qui sont dans un format très spécial avec, une immersion sensorielle complète puisqu'on a mis des effets spéciaux, dans les séances d'hypnose. Vous avez du contenu, hein, on a créé des petits livrets qu'on va distiller comme ça au fil de l'année, des petits livrets avec des contenus, par exemple sur des thèmes spécifiques. Vous allez avoir, en priorité, en primeur, des conférences avec des intervenants. Là, je vois la semaine dernière, j'ai fait une conférence de 2 heures sur le lâcher prise, donc j'ai donné plein de concepts sur le lâcher prise, hein, parce qu'en fait, j'ai appris énormément de choses aussi en préparant cette conférence et des outils pour pouvoir travailler sur les différents types de lâcher prise parce qu'en fait, il en existe, de plusieurs sortes et donc voilà, il va y avoir, des vidéos, des conférences, il va y avoir, les séances d'hypnose en audio gratuit, un temps aussi, 1 heure par mois aussi, d'échange avec moi ou Pierre sur un thème, qu'on va déterminer et on vous demandera de venir à ce temps d'échange, avec vos questions, de façon à ce qu'on puisse y répondre et Mmh. l'idée, c'est dans cette communauté, c'est vraiment d'être tous ensemble. Nous, c'est comme si on a construit ce bateau et en fait, on fait monter un maximum de gens dans le bateau pour pouvoir avancer tous ensemble vers le mieux-être, en fait, hein, à changer le monde. Parce que si chacun prend soin de soi, ben, tout le monde irait Mmh. bien, quoi, hein. Mmh. Donc l'idée, c'est de fédérer au maximum pour que chacun ait des outils pour se prendre en charge et puis qui puisse aider les autres, hein, parce que vraiment, chez INSEM, on a à cœur d'être dans du collectif, hein. C'est pas juste nous, c'est Mmh. vous, c'est nous, et ensemble, on avance, hein. Et on se sert des expériences des uns et des autres. Et là, je vois sur la conférence du lâcher prise, par exemple, il y a une fille qui nous a donné un truc et astuce, hein, des petites phrases comme ça, se mettre sur le frigo, voilà, comme des petits mantras pour Mmh. pouvoir avancer sur nous-mêmes et j'ai trouvé ça génial. Voilà, et puis dans la foulée, j'en ai d'autres qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit: bah, tiens, c'est action-réaction. Moi, dès le lendemain matin, j'ai trouvé ma petite phrase de réveil et je l'ai placardée sur mon meuble où elle se maquille. Bon, bah voilà. Donc, puis on lance des petits défis aussi de façon à ce que chaque personne puisse travailler dessus et comme ça, on en discute pendant le temps d'échange. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont prévus. Donc, si ça vous dit, il suffit simplement d'aller sur le site INSEM, d'aller sur les voyageurs hypnotiques et puis de s'inscrire si ça vous dit, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous invite
à vous installer confortablement. Alors, que ce soit sur une chaise, un fauteuil, un lit ou peu importe, l'idée est que vous soyez suffisamment confortable pour pouvoir vous laisser aller. Voilà, vous coupez vos téléphones pour être tranquille. S'il y a des animaux, bah, les petits chiens ou les petits chats, vous les faites sortir pour être tranquille pendant votre séance. Ceux qui sont frileux, vous pouvez prendre un petit plaid parce qu'en hypnose, on perd entre 1 et 2 degrés. Donc voilà. Voilà, je vois Isabelle qui se prépare bien comme il faut, elle nous sort la totale. Et tu as bien raison. C'est tellement plus facile de se détendre quand on est installé confortablement, Tout n'est-ce à pas? fait. Ouais, Ouais. d'accord. Voilà, maintenant que vous avez fait tout ça, vous voilà prêt à vous détendre et à faire le vide. Alors je vais vous inviter à fermer vos yeux tout doucement, tranquillement, quand c'est le bon moment pour vous. Voilà, et puis derrière vos paupières fermées, vous allez prendre le temps de revisiter la pièce dans laquelle vous êtes. Les meubles, les couleurs, les formes, les objets autour de vous. Voilà, pour bien faire la connaissance de la pièce les yeux fermés. Prenez le temps aussi d'écouter tous les bruits dans votre environnement, les bruits du dehors, les bruits du dedans. Voilà, comme ça, tous ces bruits ne viendront plus vous déranger. Vous pouvez même aussi peut-être écouter le bruit du silence. Je vais vous inviter aussi à vous situer dans cette pièce dans laquelle vous êtes, par rapport à la porte, à la fenêtre. Comme ça, tout à l'heure, quand vous ouvrirez les yeux, vous saurez tout de suite où vous êtes. Je vais vous inviter aussi à ressentir la position de votre corps sur la surface où vous êtes installé. Observez si vous êtes suffisamment confortable, tout en sachant qu'à n'importe quel moment, vous pourrez changer votre position pour la rendre plus confortable. Voilà. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous voilà prêt à vous détendre, à faire le vide pour prendre soin de vous et faire tous les ajustements nécessaires pour que vous soyez bien à tous les niveaux de votre vie. Et je vais vous inviter à porter votre attention sur le sommet de votre tête. Et vous allez simplement imaginer que le sommet de votre tête se détend. Et comme vous imaginez le sommet de votre tête se détendre, vous constatez qu'effectivement il se détend. Et cette détente va glisser tranquillement au niveau du front pour venir relâcher les muscles du front. Relâchez les muscles des yeux. Relâchez les paupières, les mâchoires, les joues, la langue qui se dépose dans la bouche. Tout le visage se détend. Et cette détente va glisser tranquillement au niveau du cou et de la nuque pour que le cou soit tout à coup détendu et relâché. Laissez cette détente glisser tranquillement au niveau de vos épaules pour permettre à vos épaules de relâcher toutes les tensions accumulées. Et les épaules se relâchent, les épaules se relaxent, tout comme les bras, les muscles des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Les deux bras se relâchent totalement et complètement. Détendez-vous. Pensez simplement, je me détends.
je me détends. Et comme vous pensez je me détends et que vous entendez détendez-vous, cet état s'approfondit. Alors que cet état s'approfondit, pensez simplement je me détends. Et cette détente va glisser tranquillement au niveau du dos, des muscles du dos. Du haut jusqu'en bas, les muscles du dos se relâchent pour libérer toute la fatigue accumulée. Et le dos se détend, le dos se relâche, tout comme la poitrine, le ventre, qui se relâche totalement et complètement. Et vous pouvez continuer à vous détendre en vous laissant bercer par les mouvements de votre respiration. Comme si à chaque vague de respiration, votre corps se détend 2 fois plus profondément. Détendez-vous. Pensez simplement, je me détends. Je me détends. Détendez-vous. Et alors que tout le haut du corps se détend et se relâche, le corps se pose un peu plus sur la surface où vous êtes installé. Le corps devient lourd, agréablement lourd, très lourd, dans une lourdeur agréable. Tout devient lourd et léger à la fois pour permettre aux muscles des cuisses de se relâcher, tout comme les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, du talon jusqu'au bout des orteils. Les 2 pieds se relâchent totalement et complètement. Les 2 jambes détendues. Le bassin déposé. Le haut du corps totalement relâché. La tête détendue. Et alors que tout le corps se pose et se dépose, les ondes cérébrales ralentissent pour atteindre un rythme lent, un rythme bienfaisant, un rythme hypnotique. Détendez-vous. Pensez simplement, je me détends, je me détends, détendez-vous. Et alors qu'une partie de vous continue de se détendre très agréablement, très profondément, une autre partie de vous va pouvoir aller dans votre espace intérieur, dans votre zone d'intimité à vous, là où personne d'autre que vous ne peut aller pour régler ce qu'il y a à régler en vous. Descendez en toute sécurité dans cet espace. Allez là où vous devez aller pour ajuster ce qu'il y a à ajuster en vous. Et alors que vous êtes dans cet espace hypnotique, en toute sécurité, je vais vous inviter à visualiser un jardin dans lequel il y a un nombre incalculable de vieilles feuilles mortes qui jonchent le sol. Et toutes ces vieilles feuilles mortes ont des couleurs différentes. Toutes ces vieilles feuilles mortes représentent les blessures, les blocages du passé.
Alors prenez le temps simplement de visualiser toutes ces vieilles feuilles mortes et de laisser venir à vous ce qui vient, toute forme d'inconfort, toute forme de blocage, toutes sortes d'émotions. Prenez le temps simplement de les voir, peut-être de les entendre et peut-être aussi de les ressentir juste quelques instants. Et alors que tout ça émerge en vous, imaginez que vous prenez un râteau et que vous ratissez tout le jardin pour faire un tas de toutes ces feuilles. Prenez le temps de ratisser tout le jardin pour n'oublier aucune feuille. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Maintenant que vous avez fait un tas de toutes ces vieilles feuilles mortes qui représentent vos blessures, vos blocages, vos inconforts du passé, je vais vous inviter à imaginer que vous mettez le feu à ce vieux tas de feuilles. Et vous allez prendre le temps de regarder le feu emporter toutes ces vieilles feuilles mortes. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez y mettre davantage de choses. Toutes ces choses dont vous ne voulez plus pour votre vie présente. Tout ce que vous avez vu qui vous a dérangé. Tout ce que vous avez entendu qui vous a offensé. Tout ce que vous avez ressenti d'inconfortable. Faites le grand ménage de printemps. Mettez toute forme d'inconfort dans ce feu. Et regardez le feu emporter avec lui tout ce qu'il y a besoin d'être emporté. Même le feu s'active encore et se mêle au vent pour libérer beaucoup plus rapidement tout ce qu'il y a à libérer. Et le vent en profite aussi pour éloigner de vous toutes les fumées, de sorte que votre horizon s'éclaircisse, loin là-bas, devant vous. Et comme en hypnose, le temps n'existe pas, le feu a déjà tout emporté. Il ne reste plus que les cendres. Et je ne sais pas si vous savez, mais les cendres représentent un formidable engrais naturel pour la terre. Et c'est ça qui est génial avec la vie, c'est que tout peut être transformé. Alors je vais vous inviter à laisser pénétrer les cendres dans votre jardin, dans ses couches les plus profondes comme les plus superficielles, pour venir le nourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Alors vous allez pouvoir vous déplacer de quelques pas et d'aller dans un autre espace de votre jardin. Choisissez-le avec précaution, cet endroit particulier, cet endroit où vous vous sentez bien. Et alors que vous êtes installé dans cet endroit particulier de votre jardin, je vais vous inviter à planter des graines. Et chaque graine que vous allez planter représente une ressource dont vous avez besoin pour vous reconstruire, pour vous épanouir ou pour grandir ou toute autre chose. Alors je vais vous inviter à planter une graine force, une graine courage,
une graine détermination, une graine libération. Et je vais vous laisser 5 secondes qui vont représenter pour vous tout le temps du monde pour planter autant de graines que vous avez de besoin. Alors allez-y, chacun à votre façon, plantez toutes les graines qui vont vous être utiles pour votre présent et votre avenir. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Vous allez prendre le temps de les arroser comme il faut, de bien les recouvrir. Et toutes ces graines vont s'implanter dans le sol. Avec le temps, les racines poussent, les racines qui s'enfoncent profondément dans la terre pour que chaque graine se sente bien solide, bien ancrée à la terre, pour épuiser toute l'énergie nécessaire pour grandir comme elle a envie de grandir. Et le temps passe, et la graine se développe encore un peu plus sous la terre. Elle développe ses racines et se sent de plus en plus solide. Et à mesure qu'elle se sent de plus en plus solide, voilà qu'émerge son désir de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Et lors qu'elle sort de terre, elle découvre un monde merveilleux, avec toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de sons, toutes sortes de sensations. Elle s'émerveille devant la vie. Et chaque graine porte en elle le secret que même après le plus dur hiver, le printemps revient toujours. Alors, au fil du temps, au fil des saisons, la graine est devenue une jolie plante qui pousse et qui pousse encore. Certaines vont choisir de rester au ras du sol. D'autres vont décider de monter à mi-hauteur. Et d'autres vont aller encore plus haut. Et peu importe, parce que quand on va regarder ce jardin du haut, avec toute cette diversité, ça fera quand même un beau jardin. Alors, pendant que tout pousse à l'intérieur, pour mieux se voir à l'extérieur, vous allez pouvoir tout doucement quitter cet espace hypnotique pour revenir à un état d'éveil complet, parfaitement détendu pour vous permettre de dormir dans quelques instants d'un sommeil profond et réparateur dans votre lit. Alors je vais vous inviter à prendre des bonnes grandes respirations pour remettre en mouvement votre corps juste ce qu'il faut. Peut-être commencer à bouger vos pieds, vos mains, votre tête. Vous respirez amplement. Voilà, vous repensez à la pièce dans laquelle vous êtes, les meubles, les couleurs, les formes, les objets. Et quand c'est bon pour vous, vous ouvrez les yeux et puis vous reprenez contact dans l'ici et maintenant, parfaitement réassocié à vous-même et à l'espace. Voilà, vous pouvez bâiller, vous étirer. Ok, juste me dire un petit mot si tout va bien pour vous. Tout va bien. Ok, super, magnifique. Bien. Tout le monde est bien revenu? Oui. Bien, je vois des petits pouces ici ou là. C'est super. Bon, eh ben écoutez, je vais clore cette conférence sur l'hypnose en espérant que
voilà, vous avez eu toutes les réponses à vos questions, que vous en savez un petit peu plus sur le sujet. En tous les cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et puis cette petite hypnose de fin. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, bah, surtout, prenez bien soin de vous. Voilà, et puis peut-être à bientôt pour une prochaine aventure, une prochaine conférence ou je ne sais quoi. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle, belle soirée à vous tous. À Merci, bientôt. Géraldine. Merci Au revoir. Géraldine. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci Géraldine. Mmh. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir tout le monde.